Bienvenue dans le 56cast. Au programme cette semaine, nous allons parler de Fleur Pellerin, notre très cher ministre de la Culture, qui va au musée. Nous allons parler de photos de SpaceX et de points à relier sur téléphone mobile. Et puis avec Tristan Nitto de Cozy Cloud. Wouhou de Cozy Cloud. Mais oui, oh, il y a un changement. Ça m'a donné une patate ce nouveau job. C'est dingue. Nous allons parler de tout ce que nous n'avons rien à cacher sur Internet. Voilà. C'est ça ? Ouais. Formidable. Et de quoi est-ce que nous n'allons pas parler ? On va pas parler de Twitter, parce que maintenant, quand on clique sur un lien sur Twitter, on reste dans Twitter. Il y a un navigateur intégré, non seulement c'est mal, mais en plus c'est nul. Voilà, c'est sur les applis. C'est la nuance. C'est sur les applis mobiles, sur l'appli Ouais. Twitter en fait. Voilà, il y a un navigateur intégré, ce qui est très méchant. Et même Facebook. On peut pas le désactiver, bien on sûr. peut désactiver sinon, sur ça serait Facebook drôle. le navigateur, Et pas sur Twitter. et pas sur Twitter. On a juste une option pour ouvrir la même page qu'on a déjà ouverte dans un navigateur. Faut vraiment le vouloir. Une fois que tu l'as déjà ouvert, toi, c'est juste pour les faire chier. Ouais, c'est le mal. Je le fais à Twitter, chaque c'est pas bien. Twitter, si tu m'écoutes, c'est pas bien. On va pas parler de Bouygues. Bouygues qui n'a toujours pas digéré l'arrivée de Free Mobile, il serait temps peut-être, hein, et qui demande encore une fois à l'ARCEP un changement de méthodologie dans le calcul de la couverture réseau. Il faut savoir que la couverture réseau, c'est un appel de 1 minute avec 95% de réussite à l'extérieur d'un bâtiment, et eux, ils voudraient que ce soit sous un oreiller à l'intérieur d'un bâtiment, qui a des appels de 15 minutes avec 99% de réussite. Un truc dans le genre... En plomb l'oreiller ou pas ? Hein ? En plomb l'oreiller ? Oui, voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, un truc pour que Free Mobile n'ait pas l'accord de l'ARCEP. Dans le genre pas content, on a Universal qui aimerait que Spotify soit moins gratuit que son gratuit actuel, c'est-à-dire si on pouvait avoir des chansons plus courtes quand on ne paye pas, par exemple, ça serait sympa. C'est le genre de truc, vous avez le droit à 1 minute de chanson. Voilà, sachant que Universal est aussi actionnaire de Spotify, mais il met de la pression. Donc. On va pas parler de Facebook qui se lance dans la VoIP. Voilà. On n'a pas parlé du streaming qui, aux États-Unis, a rapporté plus que les ventes de CD l'an dernier avec 1,87 milliard de dollars contre 1,85 pour le CD. On ne va pas parler du .com. Le .com qui a 30 ans. Le petit .com. Le 15 mars 1985, Symbolix.com débarquait sur le réseau. Le tout premier .com. C'est énorme. Qui est devenu une sorte de musée un peu vieillot du .com. Enfin, un mec qui a racheté le nom de domaine et qui parle du .com. Enfin, voilà. On ne va pas parler d'Internet Explorer qui non seulement n'a jamais aucune actualité, mais en plus, cette fois, il est vraiment mort. Alléluia. Mais tu vois, mais maintenant t'es Cozy Cloud, donc tu fais... Ouais, non mais attends, après des années à avoir ferraillé contre cette bête immonde, forcément, j'ai le droit d'avoir des restes. Non, en vrai, il restera quelques petites versions d'Internet Explorer pour les développeurs, les professionnels, je sais pas quoi. Mais en gros, le truc, c'est que Microsoft voudrait passer à une nouvelle marque et développer un tout nouveau navigateur à partir de zéro pour repartir à neuf. Et pour l'instant, ça s'appelle Spartan Project, leur nouveau truc. En fait, c'est comme l'UMP qui veut changer de nom, quoi. C'est ça. Mais non, mais c'est marrant, ils ont fait des tests, ils ont soumis des noms à des gens tests et ils leur ont fait, donc par exemple le nom, ils veulent pas nous dire ce que c'est, mettons que c'est Spartan. Ils ont essayé, qu'est-ce que ça vous dit Spartan, vous aimez bien ou pas? Ouais, ça va, on aime bien. Microsoft Spartan, waouh, on adore. Et si on fait Internet Explorer Spartan, tout le monde déteste. C'est ça. C'est génial. Mauvaise marque. C'est la partie Internet Explorer qui est gênante. Mais c'est bizarre parce qu'on pourrait se dire que c'est aussi la partie Microsoft, mais non, la partie Microsoft ça passe. Ouais, non, mais Microsoft c'est bien. Et la traditionnelle non-news dont on a lu que le titre et on n'a rien compris et surtout on n'a rien voulu comprendre, c'est Sawyer, le robot collaboratif encore plus fort que Baxter. Je ne comprends ni Sawyer, ni Baxter, ni ce que c'est un robot collaboratif. Non, il y a un robot quand même. Robot ça va. Robot, oui, mais tu sais même pas s'il est vrai ou pas en plus. Ouais, mais collaboratif. Ou... C'est quoi un robot collaboratif? Je sais pas, moi je connais des Max, mais Baxter. C'est un robot qui vend du beurre aux Allemands ou un truc comme ça, non? C'est bien. Les amis qui se dérident, on va peut-être passer une bonne émission alors. Je vais pas m'en remettre de ce robot collaboratif. L'actu, c'est... Oui. C'est Fleur Pellerin. Fleur Pellerin, elle va au musée, comme nous tous de temps en temps, et si c'est pas votre cas, vous devriez le faire. Et au musée d'Orsay, elle voit un tableau de Pierre Bonnard, elle fait « Waouh, c'est vachement beau !» Alors qu'est-ce qu'elle fait? Comme tout le monde, elle sort son smartphone, elle prend une photo, et puis elle le partage sur Instagram avec les copains, tout ça. Et là, elle se fait... Ouais, trop bien. Et elle se fait reprendre par tout le monde qui dit « Mais madame la ministre, c'est interdit de prendre des photos dans le musée d'Orsay !»
Et c'est marrant, les commentaires sur Instagram lui donnaient même le lien de la page de règlement du musée d'Orsay où c'était marqué « c'est interdit ». Et Pellerin savait très bien que c'était interdit, et notre ministre de la Culture est une grosse troll puisqu'elle a fait exprès. Quand on lui demande mais pourquoi vous avez fait ça, elle dit parce que l'an dernier au ministère de la Culture on a signé une charte qui s'appelle Tous photographes et qui demande qu'on diffuse plus la culture en France et puis que les musées arrêtent de se garder les tableaux pour eux et que on puisse prendre des photos librement. Et cette charte a été signée par des tas et des tas d'établissements patrimoniaux et pas par le musée d'Orsay. Donc elle voulait un peu leur forcer la main. Bizarrement, le musée d'Orsay vient de dire « Oh non, mais c'est bon, on la signe ta charte. Hein. » Super, en fait, elle était vachement si tu bien. nous écoutes, Ouais. vas-y. C'est juste qu'on n'avait pas eu le temps de la lire, mais elle est géniale cette charte. Pourquoi on l'a pas signée plus tôt? Mais quel débile. Donc, bien sûr. voilà, à partir de la semaine dernière, le musée d'Orsay autorise les photos et les films à l'intérieur de son enceinte, tant que c'est pour un usage privé, qu'on n'en fait pas des posters qu'on va vendre dans la rue. Chose sur du domaine public, quoi, on aurait le droit, en fait. Oui, mais bon, comme c'est encore eux les chefs, hein, on va Ouais. faire étape par étape. Et en fait, c'est quelque chose que réclamait beaucoup de monde depuis longtemps, mais surtout qu'il y avait des opérations en fait depuis 4 ans qui s'appelaient Orsay Commons, qui étaient assez cool. Dont Et on qui, avait parlé dans le podcast Oui. d'écran.fr, avec Julien Dora. avec Julien Dora. Et qui consistait à aller prendre des photos même si on n'avait pas le droit et d'expliquer aux gardiens qui nous reprenaient que mais si, le domaine public, tout ça, partage de la culture, bien commun, tout ça. Et convaincre le gardien du musée qui, Ouais, lui, voilà. en avait à Mais peu bon, près rien à faire. donc Mais bon. finalement, c'est pas que Fleur Pellerin, c'est vraiment 4 ans de pression et puis Fleur Pellerin à la fin qui a tout débloqué. Bravo. Alors juste, ce qui est marrant, c'est que eux ils disaient c'est des œuvres du domaine public, il y a pas de raison qu'on puisse pas les partager. En l'occurrence, Pierre Bonnard, c'est pas du domaine public du tout. Donc ce qu'a fait Fleur Pellerin, c'est un petit peu de la contrefaçon. Ah oui, mais ça... Qui est le bon mot pour dire piratage, en substance. Piratage. Oui, c'est ça. Mais Madame la Ministre Mais Madame la Ministre, c'est interdit On va le l'envoyer piratage. les brigades de la Dopi. Mais oui. Oh my god. La virgule, what the fuck. Ouais. Ils se marient, et puis ils vont crécher dans un bled pérave de Normandie. Emma, elle se fait chier. Donc elle commence à toucher la nouille de quelques coms qui passent. Et elle se fait raccommoder la crinoline par des bad boys dans des calèches. Il est fort quand même. C'est un petit peu gênant. C'est juste énorme. En fait, t'as quand même choisi le pire moment. Hein. Et non, franchement, toute la vidéo est vachement bien. Là, ça racle un peu quand même. Moi, je trouve que ça racle tout le temps. Mais... voilà, donc c'est Jean Rochefort qui dit Madame Bovary, qui a été préalablement résumée par les bolosses des belles lettres. Ouais. Non, mais moi, je me suis bien marré quand même. C'est vrai? Bah, étant, il a 85 piges. Moi, ça m'a laissé de marbre. Ah bon? Et je trouve qu'il a un ton qui va pas du tout avec ce qu'il raconte. Enfin, Mais oui, Peut-être qu'il joue un peu mais, sur ce décalage. Oui, peut-être. oui, mais et non. Et non, d'accord. Bon, d'accord. Ok. Enfin bon. Si vous C'était voulez- Jean Rochefort, donc les bolosses des belles lettres. C'est le moment tant attendu où tu vas m'expliquer pourquoi c'est... Non, mais moi j'ai rien à cacher d'abord. Ouais, moi non plus. Ça Oh. s'appelle le quartier libre. Tristan Nito, de Cozy Cloud. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, tu nous Je suis changes très si on ému dit d'être que là. On n'a rien à cacher et qu'on s'en fout de la loi gouvernementale qui va passer du Bah projet oui, de moi loi. j'utilise Alors, non, mais alors là, Google, la j'utilise surveillance, c'est Facebook, je mets des trucs sur c'est Twitter. volant, je suis accro. Si j'ai rien à me reprocher, c'est pas grave. Non, alors Putain, c'est cruel. Bon, alors, la surveillance de masse, pourquoi c'est mal? Voilà, je vais vous expliquer ça. Alors, on va faire de la philosophie, comme ça va vous apprendre là. Bim. Bam. Ça commence avec Jeremy Bentham, un Anglais mort en 1832. Jeremy Bentham avec son frère Samuel. On en meurt. Oui. Ils inventent un truc extraordinaire hein, qui s'appelle le panoptique. Donc, c'est une prison circulaire avec des cellules à l'extérieur et au centre une tour. Et cette tour abrite des gardiens. Et on ne sait pas en fait si les gardiens sont là ou pas là. Et l'idée, c'est que ça coûte moins cher que d'avoir des gardiens qui surveillent tout le monde, parce qu'on n'est pas obligé d'en mettre finalement, puisque les prisonniers se sentent observés en permanence, même quand il n'y a pas
des gardiens et ils savent que si jamais ils se comportent mal, ça va mal finir. Donc ils s'autorégulent en fait. Donc ils s'autorégulent en se sentant surveillés. Et alors Jeremy Bentham est très content et on retrouve comme ça des prisons aux États-Unis, à Cuba, etc. Les autres ont été détruites. Mais c'est assez fascinant comme architecture, qui est une architecture du contrôle de la population. Et en fait, c'est une tour et le truc en cercle autour, en fait. Voilà, et avec des fenêtres et des grilles, ce qui fait que celui qui est au milieu, il peut observer tout le monde juste en tournant la tête. Le frère de Jérémie, Samuel, alors lui, il est grave parce qu'en fait, il va étendre le concept à l'usine. Donc c'est l'usine où on peut surveiller les ouvriers en permanence pour être sûr qu'ils font pas des bêtises, qu'ils volent pas des pièces ou des choses comme ça. Voilà, exactement. Donc franchement une architecture complètement oppressive. Et c'est Michel Foucault, philosophe français, qui a fait un bouquin excellent qui s'appelle Surveiller et punir, qui remet l'idée du panoptique à la mode. En fait, il explique que quand on se sent surveillé, eh ben on se comporte d'une manière qui est attendue de nous. Ouais. Et donc, en fait, le simple fait d'être surveillé nous ôte notre liberté d'agir, de penser, de créer. Le problème, c'est que pour nous inventer en tant qu'humains, quand on grandit, il faut cet espace d'intimité où on va pouvoir essayer des trucs débiles, chanter sous la douche, danser n'importe comment, hein, avant d'aller impressionner les copains et les copines en boîte de nuit où on sort le pas de danse de ouf, ou au karaoké où on les éblouit plus ou moins avec une reprise de Frank Sinatra. Eh ben il y a des moments où il va falloir vraiment s'entraîner et puis ça va être catastrophique. Et on peut le faire que si on n'est pas observé, parce que sinon on se sent ridicule, et si on se sent ridicule, jamais on va commencer à faire ces choses-là. Et pareil, quand on va créer des œuvres, au début on crayonne, c'est pourri, mais c'est bien, on les cache, c'est pas grave, et on progresse. Et puis il y a des tas de professions comme ça où on va avoir besoin, par exemple, d'un médecin, où on peut parler de ses problèmes, ou d'un psychologue, ou de son avocat, enfin des tas de choses où on a besoin d'intimité, de secret. Absolue. Voilà, exactement. Justement, de secret, en fait. L'être humain a besoin de secret. Exactement, pour grandir, pour s'inventer, en quelque sorte. Et puis, c'est du coup, on a tous quelque chose à cacher, en plus de ça. J'en veux pour preuve, je suppose que tu as un loquet dans tes toilettes. Ouais. Voilà. Hein? Je pense que c'est suspect. Tu es père de famille, donc tu as fait des enfants. Et tu as des rideaux, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des rideaux à la fenêtre de ta chambre. Un volet. Un volet, ouais. Voilà, c'est pire, c'est du rigide, ça camoufle encore plus. Hein. Voilà. Et puis, on sait jamais, on peut avoir aussi envie de changer d'employeur et d'envoyer des CV si jamais on a envie de changer de job et on n'a pas envie que l'employeur le sache. Donc, avoir un loquet... Même sans envoyer des CV, on peut visiter des pages d'offres d'emploi. Par exemple. Et ça, toutes ces choses-là, le loquet dans les toilettes, le rideau aux fenêtres, l'envie d'envoyer des CV ou de consulter des offres d'emploi, c'est des choses qui sont complètement légales, mais pour lesquelles tu as besoin du secret. Donc quand tu me dis que tu n'as rien à cacher, ou vous me dites que tu n'as rien à cacher, c'est pas vrai, puisqu'il y a forcément des situations où on a... moi je fais pas des enfants tous les jours, mais je vais tous les jours aux toilettes, hein, et je ferme le loquet. Et puis il y a d'autres choses beaucoup plus banales, comme le secret commercial, ou quand tu fais du business, tu veux pas dire combien tu payes telle prestation, tu veux pas dire quelle marge tu fais, tu veux pas forcément, tiens, vous qui êtes journaliste, vous voulez protéger vos sources aussi. Tout ça, c'est des choses qui sont légales, mais pour lesquelles vous avez besoin du secret pour faire votre travail. Et on sait aussi que la NSA s'intéresse beaucoup à ce genre de choses. Parce que la NSA, on dit, ouais, la lutte contre le terrorisme, etc. Mais en fait, il y a la mission de la NSA, elle est triple. 1, la lutte contre le terrorisme. 2, aider à la diplomatie, c'est-à-dire savoir ce que les autres États planquent pour pouvoir avoir des tractations efficaces. Et troisièmement, renseigner les agences gouvernementales sur des secrets commerciaux. Donc parmi les clients de la NSA, et on le voit dans les slides de Edward Snowden, le lanceur d'alerte, il y a un programme qui s'appelle Blarney. Et dans Blarney, on voit que concrètement, les clients, ça va être le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce extérieur, etc., qui sont des gens qui demandent des infos à la NSA. Donc même quand on fait du business, en fait, on a des choses à planquer aux yeux
de la NSA. Le temps passe vite. Pas grave. C'est important. Merci. C'est important. Toutes ces raisons font que la vie privée, le respect de l'intimité est maintenant gravé dans des grands textes de loi, ça soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui par exemple dans son article 8 dit « Toute personne a le droit au respect de sa vie privée ». Ça date de 1948. Et après, d'autres textes ont enfoncé le clou, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés en 1950, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2000, et une récente déclaration des CNIL européennes en décembre 2014 qui dit à chaque fois, mais attention, la vie privée, c'est essentiel si on veut avoir une société d'hommes et de femmes libres. Et pourquoi, j'ai une question comme ça, pourquoi ça semble si facile d'enfreindre ces lois? Finalement, on a l'impression que c'est Google et les autres, ils font ça un peu comme dans du beurre. C'est que ni les utilisateurs, ni les gouvernements, en fait que personne... Il y a cette citation d'Eric Schmidt qui avait dit un jour, de toute façon, si vous avez rien à vous reprocher, ça pose pas de problème qu'on vienne vous photographier dans votre jardin avec nos Google Cars. Et on a l'impression, alors que c'est quand même établi, il y a des gens, des philosophes, il y a des grands textes fondamentaux qui le disent, mais ça semble hyper facile d'enfreindre tout ça. Eh ben, c'est parce que c'est leur intérêt commercial, aussi bien pour Facebook que pour Google, de tout savoir sur nous pour monétiser ces données personnelles auprès d'annonceurs et en faire du beurre. Et donc, ce qui est très très étonnant, c'est qu'en fait, Zuckerberg de Facebook et Schmidt de Google, eux, ils se protègent à mort. Zuckerberg, il a acheté toutes les maisons autour de sa maison à Palo Alto pour que personne puisse l'espionner. Eric Schmidt à New York, il a acheté un penthouse, un immeuble, enfin un appart sur le toit, avec son ascenseur privé, parce qu'il a une vie sentimentale très très agitée, le garçon, paraît-il. Il est marié, mais sa femme est d'accord. Hein. Elle m'a dit ça. Et donc, pour pas que ces conquêtes féminines puissent être traquées, il a son ascenseur perso où il n'y a pas de concierge, pour pas qu'on puisse soudoyer le concierge pour avoir la liste de ses maîtresses. Donc, ces deux-là, si tu veux, qui sont quand même à la tête des deux boîtes qui sont le plus à enfreindre notre vie privée, eux ont très très bien compris qu'il fallait protéger la leur. Bon, mais les nôtres, on s'en fout, c'est pour l'argent. Donc voilà, au moins on a compris. J'espère. Non, mais parce que c'est un thème important, le côté j'ai rien à cacher. C'est vrai que c'est un discours qu'on entend quand même régulièrement par une sorte de soumission volontaire à la gratuité, finalement. C'est aussi ça. Ouais. Et ça, c'est un échange de dupes, en fait. Ouais. Tu vois, c'est comme les bons sauvages à qui on donnait des verroteries en banque échange de pour la leur vie terre. privée. Voilà. C'est ça. Exactement. Le potager du web. Le potager du web, c'est des jeux sur mobile. Pourquoi ? Parce que pourquoi ? Je sais pas, je pensais que j'allais pouvoir justifier ça en sortant des philosophes comme Bentham, mais en fait non, moi j'arriverai pas à faire une introduction aussi grandiloquente. J'ai bossé, moi, madame. Hein. Donc je vais être beaucoup plus terre à terre. En fait, depuis qu'il y a des jeux sur smartphone, ils ont essayé de faire des gameplays tout à fait exotiques qui sont nuls, du genre Doodle Jump, comment on doit pencher son téléphone à gauche et à droite. Je sais pas si vous osez jouer à un jeu comme ça en public, mais c'est absolument pas possible. C'est là qu'on a besoin d'intimité numérique. Oui, parce que comme ça, c'est pas possible. Dans le métro, t'as juste l'air con. Disney, quand il fait son jeu Cars sur tablette, il a sorti des petites voitures qui permettent de rouler sur la tablette tactile, et puis là, il y a le circuit qui s'affiche et la voiture fait des trucs magnétiques pour rouler dessus. Donc ils cherchent à chaque fois des nouveaux gameplays, mais ce sont des jeux dont on n'entend pas beaucoup parler et qui sont pas très agréables à jouer. En fait, les jeux les plus agréables à jouer, c'est ceux où on fait glisser son doigt, parce que à la base, c'est quand même des écrans tactiles, et le plus chouette, c'est de se servir de son doigt et de le poser sur l'écran et de faire des oui-oui dessus. Ouais. C'est un geste super naturel, même pour les gens qui jouent jamais. Ils vont sur Twitter, ils font défiler, ils vont sur leur mail, ils font défiler, leur SMS, ils font défiler. Donc tout le monde sait faire, et c'est comme ça qu'on convertit toute une population à Candy Crush. C'est parce que échanger deux machins comme ça vient tout de suite. Et puis Angry Birds, lancer un oiseau en tirant sur la catapulte, en tirant sur son doigt, ça vient tout de suite. Ouais. 2048, pareil, c'est toujours des histoires de glisser.
Et donc, il y a une espèce de grosse mode en ce moment de gameplay de jeux assez pointus qui partent de ce gameplay basique qui est de glisser son doigt et donc de faire des traits. Comment c'est trop bien. Et de relier des points. Alors, on en a 4. Le plus gros de ces 4, le plus connu, c'est Two Dots. Alors au départ, il y avait un jeu qui s'appelait Dots, qui est sorti en 2013. C'était des petites pastilles de couleurs, et le but, c'était de relier les pastilles de couleurs, et quand on les relie, elles disparaissent, et après le reste tombe. C'est comme un Tetris. Sauf qu'il n'y avait pas d'objectif en fait, c'était ça qui était un peu chiant, on pouvait que battre son propre score, on avait 30 coups pour faire le plus de points possible et refaire ça en boucle, en boucle, en boucle. Donc c'est aussi un des autres ingrédients en plus du gameplay, généralement dans un jeu il faut un objectif. Voilà, il faut que ça nous plaise plus d'un quart d'heure, là c'était pas le cas. Donc ils ont sorti Two Dots, et là il y avait des niveaux, et en fait ça ressemble pas mal à Candy Crush, c'est des niveaux à la difficulté croissante, des fois il y en a où on n'a vraiment pas beaucoup de coups à jouer pour faire disparaître les trucs, il y en a d'autres où la mise en scène est jolie. Quand on arrive à la fin d'un niveau et qu'on a raté, ils nous proposent d'acheter des coups supplémentaires pour 79 centimes. Ça aussi, on l'a déjà vu quelque part. La méthode Candy Crush. Voilà. Comment traire la frustration du client. Ils ont les gros défauts de Candy Crush et ils ont aussi la qualité de Candy Crush. Il faut la stratégie d'anticipation, réfléchir à ce qu'on va faire dans 3 coups. Des fois, ça nous prend vraiment la tête. C'est quand même vachement bien et en plus, c'est daltonien friendly puisqu'on peut changer les couleurs. Qui est pas mal. Deuxième jeu, ouais. Oui. Line. L-Y-N-E. Là, on nous dit pas ce qu'il faut faire au début, mais on comprend tout de suite. Il faut relier les formes qui sont pareilles. Donc on relie les losanges, on relie les triangles en passant par les formes intermédiaires. Et après, il y a des carrefours. Alors le carrefour, là, il a 2 trous, donc il faut qu'il soit traversé 2 fois. Au début, on fait n'importe quoi. Ça paraît un peu une contrainte, mais après, on se rend compte aussi que c'est la seule façon de croiser les lignes, parce qu'on peut pas croiser 2 lignes. La ligne des triangles et la ligne des losanges. On est obligé de passer par le carrefour pour se croiser. Et ce qui est génial là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de score, il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de pression. C'est des tableaux en fait. C'est des tableaux, tu prends autant de temps que tu veux, si tu rates, tu recommences, et on te dit pas t'as que 5 vies et la prochaine elle arrive dans une demi-heure. Mais pour c'est aussi, mais c'est aussi parce que ce jeu est payant, il coûte entre 2 et 3 euros, on peut aussi l'avoir sur l'ordinateur. Ce qui est normalement un critère pour savoir si un jeu ne cherche pas à t'avoir, c'est que tu le payes. Ouais, mais au moins après t'es tranquille. C'est bien, dans les jeux vidéo finalement c'est la même chose que... Et en plus tu te dis pas, ouais mais c'était trop facile, maintenant que j'ai fait tous les niveaux et puis il m'aura duré 15 jours, 3 euros ça les valait pas, puisque tous les jours ils te rajoutent des nouveaux niveaux générés, 25 niveaux x 2 générés aléatoirement tous les jours. Donc yes. Tu peux y aller. Donc le mec il a écrit un logiciel qui crée des niveaux quoi en substance. C'est ça. Qui crée et il appuie sur le bouton ça, tous les jours, c'est classe. Il se lève à minuit pour appuyer sur le bouton. Ouais. Le troisième jeu, c'est Highlight, qui est toujours... Donc tout ça, c'est disponible pour Android et iOS. Line, c'était aussi pour Windows. Et Highlight, c'est aussi pour Windows Phone. Si, les pauvres, ils ont le droit de jouer. Alors, dans Highlight, en fait, c'est un petit peu la version numérique de Simon, le jeu où on écoute et après on reproduit. Sting, stung. Sting, stung, stung. Sting, stung, stung. Bien. Sting, stung, stung, sur Simon, c'était... Sting, stung, stung, stung. Ah, tu fais bien les stung. T'as vu ça? Ouais, c'est ça. Une professionnelle. C'est très joli avec ses couleurs pastel. Il y a une ambiance très zen et ça, au début, on trouve ça très reposant. Et puis, en fait, à la fin, tu finis complètement échevelé avec la bave aux lèvres. Ouais. Tu finis en une espèce de boule de nerfs dégoulinante de sueur. Et franchement, c'est horrible parce que... Je vais finir. Au début, on te fait juste cliquer sur des cercles. Après, on te fait relier des trucs. Après, on te fait relier plusieurs cercles en un seul mouvement. Et donc ça, c'est juste un seul mouvement. Après, on te rajoute un deuxième mouvement, un troisième mouvement, un quatrième mouvement. Après, t'as les doubles clics et puis les doubles clics glissés. Enfin, ça devient la folie. À la fin, ça ressemble à ça. Et bien sûr, tu te trompes une fois, tu recommences le niveau du début. Voilà, ça c'est un mouvement. Mais oui, mais bien non, sûr. Raté. Mais en bien plus, sûr. le jeu, il se fout de ta gueule comme les jeux chiants de cake. Quand tu rates, il fait « Ah, t'as été trop long !» Donc franchement, c'est horrible. Et le dernier, c'est Transmission. C'est un jeu très original qui a été développé par le Musée des Sciences de Londres. En fait, c'est un jeu pédagogique qui nous explique l'histoire des communications. Alors, dans les premiers niveaux, on joue un télégraphe. Et pour faire transiter un message, on relie juste un émetteur à un récepteur. Après, on joue un téléphone. Après, on joue un ordinateur. Et l'Internet, il faut passer les données dans un modem. Après, on joue la diffusion par ondes, les satellites, les paraboles, les téléphones portables et des tas de trucs compliqués.
Le gameplay Ça a l'air- semble pas super évident là, comme ça. Ça a l'air super chiant, mais en gros, il faut que tu as des paquets de données au départ, il faut que toutes les données doivent partir dans le réseau et toutes les données doivent arriver au récepteur. Je Et sens entre qu'il y a les des deux, mots-clés, je sens que Ah, c'est Tristan, génial, il je suis au va... taquet là. Ah, c'est génial. Et entre les deux, ils doivent passer par des relais, quoi. Quand c'est par onde, il faut que ça irrigue une certaine zone. Et à chaque fois, tu vois, s'il te reste des petits cubes qui sont pas arrivés jusqu'au récepteur, bah t'as raté. Donc tu recommences D'accord. ton circuit jusqu'à ce que toute l'information arrive jusqu'à la fin et que personne ne se retrouve sans communication. Et après, tu as un diplôme d'ingénieur en télécom à la fin. Bah Au j'espère niveau bien parce que c'est quand même 99. super dur. Et il est jouable aussi sur navigateur. Oui, Allez. absolument. Tout Ah, gratuit. signalé. Tout gratuit. Ouhou, Alléluia. vive les musées britanniques. Si on avait le temps, mais on a le temps. a grave le On a temps. grave le temps, on est hyper dans le timing. Tout ça grâce à la discipline de Tristan Nito, bien connu. C'est- Je suis droit dans mes bottes. Ah ouais, non, non. ouh. Donc vu qu'on a le temps, on va parler des photos de SpaceX. Oui, SpaceX, c'est la société d'astronautique américaine privée, ils font des fusées. Et le PDG est un petit peu connu, il a aussi créé PayPal, il a fait de belles choses dans sa vie, c'est aussi lui qui fait les voitures Les Tesla. Tesla. Il s'appelle Elon Musk et ce mec a sorti comme ça sur Twitter samedi. Ah au fait, les photos de SpaceX, je les mets en Creative Commons, j'ai fait un album Flickr, servez-vous, faites-vous plaisir. Alors les gens ont regardé et puis en fait c'était du Creative Commons usage non commercial. Et ils ont fait mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Il y a quelqu'un comme ça sur Twitter qui lui a répondu mais pourquoi vous les mettez pas directement dans le domaine public? 5 minutes après il fait ah bon d'accord alors si tu veux dans le domaine public. Bon on peut pas le domaine public sur Flickr donc finalement c'est juste du CC BY qui oblige juste à citer la source mais c'est le plus libre qu'il a pu trouver. Et donc on a plein de photos de fusées. Elon Musk, un sacré personnage qui a plein de projets comme ça, assez foufou. Ouais, Qui c'est sait déjà comment faire surnommé parler de le lui, hein. Léonard de Vinci du 21e siècle. C'est clair, c'est parmi les entrepreneurs mondiaux, c'est quand même celui qui est le plus fascinant à l'heure actuelle et de loin, avec Et ses au voitures passage, électriques. avec Tesla, Non, il a mais j'aime annoncé bien que Marc en aussi. gros, si le gouvernement américain lui donnait l'autorisation, en fait, ces voitures déjà dans le commerce, elles pourraient rouler toutes seules sur les routes. Oui, c'est ça. Et, puis, Ah bon, by the way, une petite mise à jour logicielle et voilà, c'est bon. et il faut savoir aussi que, par exemple, il a mis tous ses brevets Tesla, quasiment, tous les brevets concernant les stations de rechargement des voitures sont réutilisables gratuitement par tout le monde. Enfin, il y a Voilà. comme ça plein d'innovations. Après il mettra de la pub tu verras. Non, il vend des voitures. Il vend des voitures et il veut en fait Plutôt cher, permettre aux gens de créer, enfin de l'aider à créer le réseau de recharge. Et donc en permettant la réutilisation de ces brevets, il permet à des entrepreneurs de créer des réseaux de charge locaux. Ouais. Et donc ça bénéficie à son business premier qui est la vente de voitures. Ce qui est assez exceptionnel. Il faudrait qu'on parle d'Elon Musk un jour. Mais bref, ça se termine cette semaine, pour cette semaine. Et puis on va finir comme d'habitude par des poils. C'est un japonais qui s'appelle Inose Marine ou Ainose Marine. Je ne sais pas comment il prononce ça, en tout C'est cas bien c'est parce son qu'on nom n'est sur pas sur YouTube. nos lives où il y a que des... Mais je ne sais pas si ça se prononce à la japonaise, à l'anglaise ou à la rien du Ouais. tout. Bref, c'est son surnom YouTube. Et en fait, il publie des sketchs comiques où il est en duo avec son chien. Un Shiba Inu, ou plutôt une Shiba Inu, qui s'appelle Marie. Et il l'a super bien dressé. Et son rôle, en général, consiste soit à prendre un air blasé quand son maître fait des bêtises, soit elle à faire des bêtises. Donc là, c'est la leçon de cuisine et c'est super drôle. まずは塩と胡椒を準備します。冷ややっこに皆さん驚くんですが、これが味のアクセントになるんですよ。そして今日の主役のお豆腐です。表面を洗ってよく水を切ってください。はい、こちらに立てておきます。次に今日のポイント食材、鶏のささみです。レンジで加熱したものをこうしてほぐして準備しておきます。はい。では先ほどの水を切ったお豆腐をお皿にのせて、そこに塩と胡椒をかけ C'est ま n'importe quoi, す。 ça recette, un saucisson. C'est pas trop où il veut en venir, mais... 準備したささみを盛り付けましょう。準備できなかった場合はなくても Et 結 c'est 構で gros す。 succès quand même pour ce monsieur. Ouais, il a fait des vidéos à 4 millions de vues quand même. Hein. Ah oui, Ouais. tout de même. Ouais. Même. Bah, c'est con, mais c'est mignon. Mais Ah oui. non, mais je trouve ça super mignon. Heureusement, on peut pas télécharger sa bouffe, quoi. Je pense qu'on serait malade, mais Merci Tristan. il y a pas de quoi. On a compris des trucs, hein.
Non, mais on le savait déjà. J'en suis sûr. Et ben nous, on se retrouve très bientôt sur No Life et sur libération.fr. Salut. Ciao. Ciao.